Le dossier des OGM, au milieu des années 90, est un dossier extrêmement médiatique et qui attire beaucoup de regards. L'arrêt qui est commenté est un arrêt du Conseil d'État, mais avant d'en parler, une petite note de contexte qui m'est peut-être davantage personnelle. Lorsque je suis nommée au gouvernement en 1995, en mai 1995, quelques mois auparavant, à la fin de l'année 1994, Michel Barnier, alors ministre de l'Environnement français, dépose sur le bureau de la Commission la première demande de mise en culture et de commercialisation d'un maïs OGM en Europe. C'est un maïs Novartis. Je ne le sais pas évidemment quand j'arrive en mai 1995 et en fait le dossier n'arrive sur mon bureau qu'au milieu de l'année 1996, tout simplement parce que le Conseil des ministres doit se prononcer sur ce dossier. Et je constate alors qu'il y a une très forte opposition des États membres, et en fait il n'y a que la France qui soutient ce dossier, que je ne soutiens évidemment pas. Je demande un arbitrage que je perds, et je demande donc au Premier ministre une instruction écrite pour soutenir ce dossier au Conseil des ministres de l'Environnement. En réalité, je n'aurais même pas besoin de le soutenir pour la bonne et simple raison que les 14 autres membres, à l'époque nous étions 15, étaient contre, et qu'avec le représentant permanent de la France, Pierre Sellal, nous décidons purement et simplement de faire retirer le dossier de l'ordre du jour du Conseil. Il n'y aura donc pas de vote. Ce qui n'empêchera pas la Commission, qui est alors de nouveau saisie du dossier, de donner une autorisation avec une pression absolument délirante des Américains à la fin de l'année 1996. Et au début de l'année 1997, je ne m'avoue pas tout à fait vaincue et j'écris au Premier ministre pour lui dire pourquoi ces dossiers posent réellement un problème. Et je n'ai pas de réponse. Et de manière assez surprenante, c'est un hasard de la vie, une rencontre avec le ministre de l'Agriculture et moi-même intervient alors même que les arrêtés sont sur son bureau. Il y en a un qui est déjà signé, c'est celui de la commercialisation, l'autre ne l'est pas encore. Je peux donc le stopper. Et c'est au Conseil des ministres que la décision est prise d'un moratoire sur la mise en culture des OGM en France. C'est évidemment un grand succès que personne n'attendait, mais qui est là. Et un an plus tard, je ne suis donc plus ministre, redevenue avocate, et le gouvernement Jospin, avec Dominique Voynet, reviennent sur ce moratoire et autorisent la mise en culture de ce maïs en France. Je suis à l'époque l'avocate d'une association qui s'appelle Ecoropa, qui se joint à Greenpeace et forme un recours devant le Conseil d'État pour demander l'annulation de cette décision Jospin-Voynet et la suspension de la décision en attendant que le Conseil d'État ait statué au fond. Et au milieu de l'année 1998, à la surprise générale, le Conseil d'État, appliquant le principe de précaution, qui n'était pas encore dans la charte, puisque celle-ci ne viendra qu'en 2004, ordonne, en application du principe de précaution, la suspension de la mise en culture de ce maïs Novartis. Il faut savoir que dans le même temps, beaucoup de consommateurs se mobilisent en Europe, on ne parle pas encore des faucheurs volontaires, et un certain nombre de grands groupes, dont Carrefour d'ailleurs, et grands groupes anglais aussi, décident d'avoir des filières sans OGM. Et donc, la décision est suspendue, puis dans un arrêt ultérieur, le Conseil d'État décide de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir
comment il faut interpréter la directive de 1990, il n'y a pas encore la directive de 2001 à l'époque, dans la mesure où la question se pose de savoir lorsque la Commission a donné une autorisation, un État membre garde une compétence ou est en état de compétence liée par rapport à l'autorisation donnée par la Commission européenne. Et le dossier part donc à la Cour de justice de l'Union européenne, où nous plaidons, et où la Cour de justice décide qu'en réalité il y a une compétence liée et que lorsque la Commission européenne a donné une autorisation de mise sur le marché d'un OGM, les États membres ont une compétence liée pour l'autoriser, y compris la mise en culture sur leur propre territoire. Et donc nous perdons au Conseil d'État, au tournant des années 2000, le Conseil d'État n'ayant évidemment pas d'autre possibilité que de appliquer la décision de la Cour de justice. Il n'en demeure pas moins que ce sursis à exécution sera en réalité la fin du développement programmé des OGM en Europe. En 2001, et c'est la suite de toute cette affaire, l'Union européenne adoptera une nouvelle directive, la directive 2018, plus rigoureuse, exigeant des études à long terme sur les effets des OGM, études à long terme qui en réalité du reste ne seront jamais menées. Il n'en demeure pas moins que les cultures d'OGM en France connaissent un arrêt, même si quelques champs sont plantés dans les années 2001, 2002, 2003 qui donneront lieu alors aux actions des faucheurs volontaires. La portée de cet arrêt a été tout à fait considérable. Je parlais de la directive de 2001, on pourrait parler de la suite et de la décision prise par le président Barroso, président de la Commission européenne, jusqu'en 2014, de changer les textes et de faire en sorte que les décisions prises au niveau de la Commission européenne puissent néanmoins permettre aux États membres qui le veulent de ne pas mettre en culture sur leur territoire les OGM. Et la France, en réalité, ne se lancera jamais dans la culture des OGM. Nathalie Kosciusko-Morizet prendra une série de décisions que le Conseil d'État annulera, mais ce qui ne changera strictement rien au fait que les OGM ne seront pas plantés. Et à l'heure actuelle, ils ne le sont toujours pas. Ils le sont très peu en Europe. Il y a eu un peu d'OGM en Espagne. Mais finalement, les consommateurs ont gagné. Et ce coup d'arrêt de 1998, qui fait suite au coup d'arrêt que j'avais obtenu moi en 1997, auront sonné le glas des OGM cultivés en Europe. Ça ne veut pas dire des OGM commercialisés en Europe, parce qu'évidemment, les millions de tonnes de soja transgénique continuent à arriver des États-Unis, d'Argentine, du Canada, et si l'on cherche à savoir aujourd'hui combien de millions de tonnes sont importées en Europe, on n'arrive toujours pas en réalité à le savoir. Quel est l'intérêt de cet arrêt aujourd'hui ? Bien, disons que la question des OGM classiques, en ce qui concerne leur culture, est réglée, en ce qui concerne leur importation, ne l'est pas, et on retrouve le sujet avec le glyphosate. Vous allez me dire quel rapport entre le glyphosate et les OGM ? Ben, tout simplement, les OGM, et notamment ceux de la ferme Monsanto, celui-là c'était un Novartis, avaient été conçus pour être Roundup friendly, c'est-à-dire pouvoir être inondés de Roundup, et le Roundup c'est pas autre chose que du glyphosate auquel on a ajouté toute une série de coformulants pour le rendre plus puissant. Donc il y a un lien très étroit entre Roundup et OGM. Si donc la question des OGM se pose moins,
C'est vrai pour ce qu'on appelle les OGM de la première génération, ce n'est pas vrai du tout pour les nouveaux OGM, qui consistent en réalité dans des plantes dans lesquelles on n'a pas inséré de nouveaux gènes, ce qui est le propre des OGM, mais dans lesquelles on a modifié des gènes existants. Et la bataille aujourd'hui au niveau européen, et la Cour de justice est saisie, consiste à savoir s'il s'agit de plantes transgéniques auxquelles la directive 2018 s'applique ou pas. Et donc, en réalité, le sujet des OGM est toujours sur la table de l'Union et de la justice communautaire.